Pour les systèmes isolés, on a vu à partir de la définition de la quantité de mouvement que la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement totale du système, c'est-à-dire P1 plus P2, elle est égale à 0. Alors, on peut constater que la quantité de mouvement total du système isolé reste constante en fonction du temps. Alors, à deux instants différents, si vous avez un état initial et un état final du système, on peut dire que PI égale à PF. Bien sûr, P du système, c'est la somme des quantités de mouvement de chaque particule. Alors, P à l'instant initial, elle est égale à P1I plus P2I, qui est égale à P1F plus P2F. Alors ici, PI, elle est égale à PF du système pour les systèmes isolés. Alors, lorsque moins de deux particules interagissent au sein d'un système isolé, la quantité de mouvement demeure constante. Bien sûr, comme P est un vecteur, vous pouvez travailler, vous pouvez décomposer P suivant ses composantes. Ici, le mouvement est plan, alors vous travaillez sur X et Y seulement. Alors, pour les systèmes isolés, le premier modèle d'analyse dans ce chapitre est le modèle d'un système isolé. Pour un système isolé où aucune énergie ne traverse la frontière, P est égale constante, alors delta P est égal à 0. Il n'y a aucun échange énergétique à travers la paroi. Ce modèle est équivalent à la somme des forces est égale à 0 qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Alors, cette conservation, cette loi de la conservation de la quantité de mouvement peut être appliquée à des systèmes avec un nombre quelconque de particules. À partir de deux particules, vous pouvez considérer que vous avez un système. Vous pouvez aller de 2 à n particules, pas de problème. Ici, on n'a pas besoin de savoir les forces qui interagissent. Vous pouvez directement appliquer delta P si la loi de conservation de la quantité de mouvement, si vous connaissez les masses et les vitesses de chaque particule. Il y a la seule exigence est que les forces doivent être internes au système. Bien sûr, si vous avez une force externe qui agit sur le système n'est plus isolé. OK? Revenons à l'exemple qu'on a vu au début de ce chapitre. Examinons d'un peu plus près la situation décrite au début de la section 9.1, un archer de 60 kg au repos et debout sur une patinoire sans friction. Il tire à l'horizontale une flèche de 0,3 kg à 85 mètres par seconde. Alors, il tire la flèche à une vitesse dans cette direction. Elle va appliquer, d'après la troisième loi de Newton, une force sera appliquée sur la main. هذا le point d'application tabac sur la main de l'archer. هذا le point d'application tabac sur la flèche. OK. Là, ici, on n'a pas même besoin de savoir les forces impliquées dans le mouvement. Il me suffit pour déterminer la vitesse de l'archer, de savoir la vitesse et les masses des deux. On a la masse de l'archer, on a la masse de la flèche et la vitesse de la flèche. Alors, en appliquant la loi de conservation de la quantité de mouvement, je peux déterminer la vitesse de l'archer. Comme c'est un système isolé, la conservation de la loi de mouvement me donne delta P est égal à 0. Alors, P final moins P initial est égal à 0, ou bien P final sera égal à P initial. Maintenant, P initial, elle est nulle, puisque au moment 0, avant de lâcher la flèche, la vitesse de l'archer était nulle et la vitesse de la flèche était nulle. Alors, à l'état final où la flèche a quitté avec une certaine vitesse et l'archer a une vitesse vers l'arrière, c'est la vitesse
de la flèche. Regardez, c'est la vitesse de l'archer. OK? Là, dans l'état final, j'ai M1 V1F plus M2 V2F est égal à 0. Et le P final, il y en a un P final. Okay? C'est P de l'archer plus P de la flèche. Maintenant, je remplace. M1 de l'archer est égal à 60 kg. M2 de la flèche est égal à 0,03 kg. Et V de F, elle est égale à 85. Vous pouvez dire qu'elle est égale à 85 I. OK, دغري تحطوا la valeur du vecteur 85i et vous pouvez trouver V1F d'une façon très simple.